Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Jérôme Touboul nous rejoindra un peu plus tard, donc il m'a dit de commencer directement sans lui et sans son introduction. Il se joindra à nous au courant de la conférence. Heureux de vous retrouver suite à ma première conférence, je crois, il y a 2 semaines, dans cette série de 3 conférences sur la politique diplomatique d'Israël, et ce dans le cadre de la parution de mon dernier livre, L'étoile et le sceptre, une histoire diplomatique d'Israël, pour l'instant en anglais aux États-Unis, et comme je l'ai dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'espère bientôt, pardon, en français également. Nous avons parlé lors de notre précédente session de la question de la diplomatie des royaumes d'Israël sous l'Antiquité, et de la perception dans les différentes sources juives, en particulier dans la Bible hébraïque, de la relation entre Israël et les nations. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question de l'histoire diplomatique d'Israël pendant la diaspora, puisque effectivement le peuple juif a cette particularité d'avoir été sans État et sans souveraineté nationale pendant la majeure partie de son histoire 3 fois millénaire. Presque 2/3 de son histoire, le peuple juif a été sans État et sans souveraineté nationale, ce qui ne signifie pas évidemment qu'il n'y avait pas de diplomatie pendant cette période d'exil. Il y avait des relations entre les dirigeants des différentes communautés juives dans le monde et les dirigeants en particulier en Europe. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui, et peut-être que je commencerai en continuant sur ce que j'ai expliqué la semaine dernière, à savoir que de la Bible hébraïque, du Tanakh en hébreu, émerge une eschatologie, je dirais, qui a imprégné la perception juive de l'histoire. Et parce que cette imprégnation n'est pas universelle, elle crée, je dirais, une dissonance cognitive entre juifs et non-juifs. Alors évidemment, cette dissonance est accentuée au XXe siècle avec la renaissance d'Israël. Et l'une des expressions célèbres de cette dissonance fut le débat passionnant et passionné entre l'historien britannique Arnold Toynbee et le diplomate israélien Yaakov Herzog. Selon Toynbee, la survie du peuple juif, en dépit de 2 millénaires d'exil, défiait tellement les lois de l'histoire que cette survie ne pouvait être qu'une illusion optique finalement. Les Juifs avaient donc bien disparu des annales de l'histoire selon Toynbee, comme les autres peuples de l'Antiquité d'ailleurs, et ceux qui aujourd'hui continuent de se réclamer de ce peuple ne sont en réalité qu'un fossile, je cite le terme qu'avait employé Toynbee, c'est-à-dire l'empreinte figée d'un passé révolu. Pour Yaakov Herzog, le terme employé par Toynbee constituait à la fois un affront et une erreur, puisque les Juifs sont bien des survivants, disait Herzog, pas des fossiles, et le débat entre les deux hommes eut lieu en janvier 61, le 31 janvier 1961, à l'université McGill de Montréal. Ce débat semblait faire écho d'ailleurs à l'exégèse de Rashi, qui, sur son premier commentaire de la Torah, parle de l'accusation des nations à l'égard d'Israël d'avoir volé la terre de Canaan. En tout état de cause, Herzog interpelle Toynbee et lui dit « Vous dites que le peuple juif n'a aucun droit à Israël. Or, ajoute Herzog, le retour d'Israël a toujours fait partie de notre destin religieux, dans nos prières, dans nos fêtes et dans chaque aspect de nos aspirations nationales. Pour nous, ajoute Herzog, la renaissance d'Israël à l'époque moderne est la confirmation d'une prophétie immortelle. Nous avons traversé la vallée de la mort par la grâce de la Providence, et par la grâce de la Providence, nous sommes revenus. C'est ainsi que nous voyons
notre histoire. » Fin de citation. Alors, à l'issue de ce débat, Toynbee admit qu'Israël a été, je cite, défossilisé comme on peut dégeler un moteur de voiture, tout en regrettant cependant que les Juifs aient, je cite, attrapé la maladie du nationalisme, ce à quoi Herzog rétorqua: c'est une maladie chronique dont nous refusons d'être guéris. Alors ce débat, évidemment, en dit très long sur cette controverse dont j'ai parlé entre les Juifs et les non-Juifs, ou en tout cas la façon dont les Juifs perçoivent leur histoire et la façon dont elle est perçue en général chez les non-Juifs. Et je crois que cela revient également cela explique justement les interprétations divergentes de l'histoire juive et de la diplomatie juive pendant la diaspora. Et je souhaite revenir un peu à ce que j'avais expliqué la semaine dernière et remonter à la diplomatie juive ou la diplomatie d'Israël sous l'Antiquité. Après l'apogée du royaume unifié de Shaoul, également de David et de Salomon, vint la division avec le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud, puis l'invasion babylonienne en 722 avant l'ère chrétienne et l'exil à partir de 586 avant l'ère commune. En 538 avant l'ère chrétienne, le roi Cyrus autorise les Juifs à retourner en Judée et à reconstruire leur temple. Mais ces mêmes revenants se heurtent déjà à l'époque à la résistance des nouveaux maîtres du pays. Alors la population juive se renfloue tout de même sous ce protectorat perse, puisque la nouvelle Judée compte quelques 600 000 personnes et son économie se développe. Le sort des Juifs s'améliorera avec les conquêtes d'Alexandre le Grand et son entrée en Judée en 333 avant l'ère commune. Alors, Alexandre devint tellement vénéré dans la tradition juive que les rabbins autorisèrent le choix de son nom pour les nouveau-nés. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le nom Alexandre ou Alexander est le seul nom non hébraïque qui peut être donné à un enfant juif au moment de sa circoncision. Mais cette idylle grecque ou alexandrine ne dura pas très longtemps puisque les Grecs étaient des conquérants qui considéraient leur culture comme supérieure. Antiochos Épiphane, par exemple, mena une politique d'hellénisation forcée et de persécution des Juifs. Et les Juifs alors se divisèrent entre les hellénisants et les traditionalistes. En l'an 175 avant l'ère chrétienne, Antiochos remplaça le grand prêtre de Jérusalem par un juif hellénisant du nom de Jason, qui autorisa la construction d'un gymnase à côté du temple. Et en 171 avant l'ère chrétienne, une immense acropole fut bâtie pour dominer physiquement le temple de Jérusalem. Le successeur de Jason, Ménéléas, un nom on ne peut plus hellénisé pour un rabbin, alla jusqu'à introduire une statue de Zeus à l'intérieur du temple en 167 avant l'ère chrétienne. Et cet acte fut évidemment pour les traditionalistes la goutte d'eau qui fit déborder le vase et qui provoqua leur révolte. Alors les rebelles juifs ou les Maccabées mènent alors contre le régime grec une guérilla qui dure plus de 3 ans, entre 167 et 164 avant l'ère chrétienne, et qui aboutit à l'expulsion des Grecs et de leurs collaborateurs juifs de Jérusalem. Et la Grèce, à l'époque, admet sa défaite. Elle reconnaît l'indépendance de la Judée en 142 avant l'ère chrétienne. Et donc, après 4 siècles de domination étrangère, les Juifs retrouvent leur indépendance et forment une nouvelle dynastie, la dynastie hasmonéenne. Alors, le royaume hasmonéen mène une sorte de reconquista nationale et religieuse. Le roi Jean ou Yochanan Hirkan, inspiré d'ailleurs par le livre de Josué, étend les frontières du royaume de Judée et efface les dernières traces de l'hellénisme. Mais cet hellénisme ne disparaît pas. Il a imprimé Rome, ce nouvel empire méditerranéen, sans cesse grandissant. Par exemple, Antipater l'Iduméen, qui accéda au trône du royaume de Judée
après la guerre civile de 67 avant l'ère chrétienne, fait de la Judée une alliée de l'Empire en l'an 63 avant l'ère chrétienne. Et son fils Hérode va plus loin puisqu'il soumet de facto la Judée à Rome au point de devenir ce que les Romains appelaient un Rex Ocius et Amicus Populi Romani. Au moment de sa mort en l'an 4 avant l'ère chrétienne, la Judée était effectivement devenue une province romaine. Et donc, si la Judée était stable et prospère, si elle bénéficiait de la Pax Romana, pourquoi s'est-elle rebellée? Pourquoi cette rébellion contre Rome? Je crois qu'on peut expliquer cela par le fait que de cette tension jamais apaisée entre le judaïsme et l'hellénisme. Il faut bien comprendre que Rome hérita de la culture grecque, une culture qui ne tolérait pas le particularisme juif. Antiochos IV, par exemple, dénonçait le judaïsme comme hostile à l'humanité. Et Antiochos VII estimait que les Juifs étaient le seul peuple qui ne pouvait être intégré à l'œcumène, l'espace civilisé désigné par les Grecs. Alors, la Grèce, effectivement, reconnue, comme je l'ai expliqué, l'indépendance de son ancienne province judéenne, mais les Grecs continuèrent à dénigrer les Juifs. Et avec l'établissement du royaume hasmonéen, les penseurs et les écrivains grecs se firent de plus en plus acerbes et virulents envers les Juifs. Molon de Rhodes, par exemple, qui eut comme disciples Cicéron et César, avait des propos particulièrement violents et méprisants envers les Juifs et le judaïsme. Et donc, bien que Rome fût l'allié de la Judée hasmonéenne, l'anti-judaïsme grec laissa sa marque sur les empereurs et hauts fonctionnaires romains. Et ce sont ces mêmes hauts fonctionnaires qui parvinrent à convaincre Caligula d'adopter des mesures discriminatoires envers les Juifs. Et cette tension devient explosive en l'an 66 de notre ère, lorsque des Grecs perpétuent un pogrom contre les Juifs de Césarée sans que l'armée romaine n'intervienne. Alors, les Juifs se révoltèrent contre les Grecs et contre Rome, et cette révolte se transforma en une guérilla généralisée qui dura 4 ans. Rome déploya toute sa force pour mater la Judée rebelle. Flavius Joseph relate cette répression impitoyable dans son livre La guerre des Juifs. Jérusalem cède en l'an 70 et son temple, qui avait été transformé par Hérode en chef-d'œuvre architectural, est détruit et brûlé par les armées romaines. Comme on sait, la forteresse de Massada, dans le désert de Judée, tombe en 72, après que ses habitants se suicident plutôt que de se rendre aux Romains. L'épisode de Massada, d'ailleurs, a laissé une empreinte durable dans la conscience collective juive, puisque, par exemple, sous le mandat britannique, la visite de Massada devint un passage rituel pour les scouts hébreux. Et c'est à Massada que les officiers de Tsahal prêtent serment. L'expression « Massada ne tombera pas une deuxième fois » est couramment prononcée en Israël face aux menaces existentielles. Mais Rome ne se contente pas d'écraser la révolte juive. Elle décide d'en finir avec les Juifs. L'empereur Hadrien interdit les pratiques juives, dont la circoncision. Il renomme Jérusalem Aelia Capitolina et il y bâtit un temple dédié à Jupiter. Et bien que vaincus, les Juifs reprennent les armes contre l'oppresseur en l'an 132. Le leader de cette révolte s'appelle Shimon Bar Koseva, dont le nom de guerre devint Bar Korva, c'est-à-dire le fils de l'étoile. Alors au début, les Romains sont pris au dépourvu par cette guérilla juive qui leur fait subir de réelles défaites. Et Hadrien expédie 8 légions en Judée et charge son meilleur général, rappelé de l'île britannique, d'écraser cette seconde révolte judéenne. Ce qu'il fait, effectivement, en l'an 135. Alors, Bar Korva est considéré par ses admirateurs comme le Messie. Il est tué par les Romains dans la forteresse de Béthar, au sud de Jérusalem, et Hadrien rase les vestiges juifs de Jérusalem, expulse les Juifs de la ville et détruit
des centaines de villages juifs à travers la province qu'il renomme Palestina, pour humilier les Juifs en utilisant le nom de leurs ennemis historiques, les Philistins. Alors objectivement, la révolte de Bar Kokhba était un désastre, d'où la controverse qu'elle soulève parmi les Juifs. Bar Kokhba fut-il un héros ou un zélote? Fallait-il accepter la répression romaine ou risquer l'affrontement? Alors, comme on le sait, Rabbi Akiva, un grand érudit qui contribua à la codification du droit juif et qui fut pendant un temps l'ambassadeur de Judée à Rome, apporta son soutien à Bar Kokhba. Et il paya ce soutien de sa vie puisqu'il fut arrêté et torturé par les Romains. En revanche, Yosef ben Khalafta, qui fut pourtant un disciple de Rabbi Akiva, surnomme Bar Kokhba Bar Koziva, c'est-à-dire fils du mensonge. Le Talmud de Jérusalem reprend ce terme péjoratif et la controverse autour de Bar Kokhba reprend de plus belle à l'époque moderne. Vladimir Jabotinsky nomme Bétar, le dernier retranchement de Bar Kokhba, la mouvance sioniste qu'il fonde en 1923, et le jeune David Grun se renomme David Ben Gurion en hommage à l'un des généraux de Bar Kokhba. La figure légendaire ne fait pourtant pas l'unanimité parmi les Israéliens, puisque à l'époque moderne, Yehoshaphat Arkabi, un officier de Tzahal, reconverti en universitaire, publie en 1982 le syndrome Bar Kokhba, un véritable réquisitoire contre le chef de guerre judéen, et selon Yehoshaphat Arkabi, en plaçant sa foi aveugle avant le réalisme politique, Bar Kokhba s'est avéré un piètre stratège et a mis son peuple en péril. En tout état de cause, Bar Kokhba a été considéré, comme je l'ai dit, par ses admirateurs comme un messie, mais le concept de messie persiste après la catastrophe nationale de l'écrasement de la révolte de Bar Kokhba. Alors le mot français messie vient évidemment du latin ecclésiastique messias, qui lui-même dérive de l'hébreu Mashiach, rédempteur. Mais qui est ce rédempteur? Alors, après l'édit de Cyrus, Ezra et Néhémie rebâtirent partiellement le royaume de Juda, ainsi que le temple de Jérusalem. Après la révolte des Maccabées contre Athènes, la restauration hasmonéenne rétablit un royaume juif souverain. Les deux révoltes contre Rome, quant à elles, se soldèrent par un échec cuisant. Jérusalem fut détruite en 70 et la Judée rayée de la carte en 135. Alors, certains pensaient, comme je l'ai dit, que Bar Kokhba était le Messie, mais la rédemption qu'il avait promise se termina en désastre. Avant même ce désastre, les prétendants au titre de Messie ne manquaient pas. L'un d'entre eux sortira du lot plusieurs années avant la destruction du temple, Yoshua ben Yosef, un prêcheur juif de la ville Galilée de Nazareth. Alors, les prêches de Yeshua, Jesus en grec, Jesus en latin et Jésus en français, lui attiraient évidemment des admirateurs, mais aussi des ennemis. Comme on sait, certains juifs abondent avec sa critique de l'establishment et de sa gestion du temple, mais d'autres n'apprécient pas les libertés qu'il prend avec les lois religieuses. Quant aux Romains, ils s'inquiètent du message anarchique et utopique de ce Socrate juif. Il décide donc de l'éliminer par le supplice de la crucifixion et d'humilier ses adeptes en inscrivant sur sa croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc pour les Juifs, la mort du prétendant mettait fin aux spéculations sur son statut supposé de Messie, que son nom fût Shimon Bar Kokhba ou Yoshua ben Yosef, mais pour les adeptes inconditionnels de Jésus, son message de rédemption n'était pas destiné uniquement aux Juifs, mais à toute l'humanité. C'est ainsi, comme on sait, que naquit le christianisme, adopté par l'empereur Constantin en l'an 313 et proclamé religion officielle de Rome en l'an 380. À partir de ce moment-là, les Juifs se retrouvent dispersés dans un empire chrétien, c'est-à-dire un empire qui considère l'existence des Juifs comme un affront à la nouvelle foi. Pour les Juifs, Jésus ne fut qu'un usurpateur illuminé parmi tant d'autres. Pour les chrétiens, les Juifs étaient à la fois des mécréants qui refusaient d'admettre que le Messie était bienvenu et des égoïstes qui voulaient le Messie uniquement pour eux-mêmes. Puis, évidemment, les Juifs furent accusés d'avoir tué Jésus.
tout au moins d'avoir incité les Romains à le crucifier. Et c'est ce tournant qui rendit le christianisme intrinsèquement hostile aux Juifs, qui virent dans la nouvelle religion issue de la leur, la revanche d'Ésaü, dont on avait parlé il y a 2 semaines. Voilà que le frère aîné réclamait maintenant l'aînesse et la bénédiction qui alerte à Jacob. Et voilà surtout qu'il mettait à exécution son serment de tuer Jacob après s'être fait dérober la bénédiction d'Isaac. Alors, la chrétienté passa bien à l'acte avec le massacre des Juifs par les croisés au XIe siècle, avec l'expulsion des Juifs d'Angleterre au XIIIe siècle, avec l'Inquisition et l'expulsion des Juifs d'Espagne au XVe siècle. Mais au XVIe siècle, la réforme protestante souleva certains espoirs en créant de facto une nouvelle religion, une nouvelle minorité religieuse persécutée. Sauf qu'évidemment, ces espoirs furent éphémères car Martin Luther s'avéra être un antisémite virulent. Même la paix de Westphalie en 1648, qui mit fin à la guerre de 30 ans et consacra le principe de souveraineté nationale au détriment de l'autorité papale, fut suivie par le massacre de Juifs qui furent accusés de s'être enrichis pendant la guerre. En tout état de cause, ces revers historiques en série réveillent chez les Juifs l'idée du Messie. Parce que, selon la tradition, la venue du Messie devait être précédée par un cataclysme historique. Pour certains, les accords de Westphalie et les pogroms qui s'en suivirent constituaient un tel cataclysme. C'est en tout cas ce qu'affirme le rabbin turc Sabbatai Tzvi à partir de 648, et ce Messie, ajoute Tzvi, eh bien c'est moi. Alors bien que excommunié pour hérésie par les rabbins d'Izmir et de Salonique, Sabbatai Tzvi continue de s'attirer des admirateurs crédules, pas seulement dans l'Empire ottoman d'ailleurs, mais également à travers de nombreuses communautés juives d'Europe. Et en 1665, il s'autoproclame officiellement le Messie d'Israël. C'est alors qu'il est arrêté et emprisonné par les autorités turques. Il fut acculé de choisir entre la peine de mort et la conversion à l'islam. Il choisit de se convertir à l'islam. Alors évidemment, ce charlatanisme de Sabbatai Tzvi donne une mauvaise réputation au messianisme juif, ou plus exactement, à la personnification du messianisme. Et si le Messie n'était pas un homme, mais un processus historique qui rendrait progressivement aux Juifs leur liberté et leur souveraineté. L'histoire semblait bien donner raison à cette vision plus pragmatique. Tandis que Sabbatai Tzvi se disait le Messie, l'Angleterre traversait une crise politique à l'issue de laquelle le sort des Juifs s'améliora, car c'est en 1649 que le roi Charles Ier est exécuté et Cromwell proclame le Commonwealth. Cromwell et ses partisans étaient des lecteurs assidus de la Bible hébraïque. Ils citaient souvent les prophètes d'Israël, en particulier Isaïe et Amos, pour justifier leur rébellion contre le roi usurpateur, et ils croyaient à la deuxième venue du Messie après le rassemblement des exilés juifs, tels que les évangélistes aujourd'hui aux États-Unis. Et d'ailleurs, Cromwell accepta l'entrée des Juifs en Angleterre, dont ils furent expulsés au XIIIe siècle. Et donc, les Juifs devinrent des sujets libres et presque égaux. Cette liberté s'étendit en 1787 aux Juifs américains, avec l'adoption de la Constitution américaine, et aux Juifs de France, avec l'édit de tolérance de Louis XVI. Les Juifs de France deviendront Juifs français en novembre 1791, avec la ratification par Louis XVI de la loi déclarant les Juifs citoyens à part entière. Mais tandis que l'idée de Messie humain à dos d'âne ou de cheval semble s'estomper, elle réapparaît brièvement avec Napoléon Bonaparte pendant son expédition de Syrie, puisque le 22 mai 1799, le Moniteur universel on appelle, je cite, aux Juifs asiatiques et africains de se rallier derrière Bonaparte et son drapeau pour restaurer le royaume de Jérusalem. Le 17 février 1798, Thomas Corbet, un soldat irlandais rebelle qui s'est joint à Bonaparte pour son expédition d'Égypte, envoie une lettre à Paul Barras l'implorant d'établir un État juif après la victoire de la France au Proche-Orient. Mais comme on sait, Bonaparte finit par être battu par les Britanniques et par les Turcs, et sa carrière de Messie des Juifs tourne court.
Après la défaite de Napoléon en 1815, la Grande-Bretagne devient la superpuissance ou la grande puissance du 19e siècle. Et à la tête de la superpuissance du 19e siècle se trouve un juif, un premier ministre juif converti formellement à l'anglicanisme, mais qui reste juif au vu évidemment du judaïsme. Il s'agit évidemment de Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli, le premier ministre juif de ce qui devint la superpuissance du 19e siècle, comme je l'ai dit, après la défaite de Napoléon, converti à l'anglicanisme peu avant sa bar mitzvah, son statut de juif reste inchangé aux yeux du droit hébraïque. D'ailleurs, tout le monde sait que Disraeli est juif. Bismarck le surnomme der alte Jude, de vieux juif, et ses collègues à la Chambre des communes ne manquent pas de lui rappeler qu'il est juif. Ce à quoi Disraeli se plaît à rétorquer, je cite, « Oui, je suis juif ». Ce qui signifie que, tandis que les ancêtres de l'honorable gentleman étaient des sauvages ignares sur une île inconnue, les miens étaient des prêtres dans le temple de Salomon. Dans son roman Königsberg, en 1844, Disraeli s'insurge du fait que le juif est, je cite, le paria de cette Europe ingrate qui lui doit pourtant le meilleur de ses lois et de sa religion. Disraeli est à la fois un patriote britannique, il proclame Victoria, impératrice des Indes, et fait de l'Angleterre la grande gagnante du congrès de Berlin, mais il est aussi un juif qui rêve de la renaissance nationale de son peuple. Il restera pour toujours marqué par son voyage en 1830 au Proche-Orient et à Jérusalem, son roman Al-Roy en 1833 et l'histoire d'un juif babylonien qui reconquiert la terre promise et qui s'exclame, je cite, « Vous me demandez ce que je veux, ma réponse est Jérusalem. Nous te rebâtirons, ô Israël. » Dans son roman Tancred, mais en 1847, il écrit, je cite, « Les vignobles d'Israël ont cessé d'exister, mais la loi éternelle enjoint les enfants d'Israël à célébrer leur cru. Une race qui persiste à célébrer son cru sans fruit retrouvera ses vignobles. » Fin de citation. Et donc Disraeli est un sioniste, pas seulement dans ses écrits, mais également dans ses actes, puisqu'il songea sérieusement à rétablir un pays juif en Terre Sainte, en parvenant à convaincre les Rothschild de financer le projet. Il en toucha même un mot à Edward Stanley, son ministre des Affaires étrangères, mais celui-ci ne donna pas suite. En tout état de cause, il y a diplomatie juive, pas seulement parce que le premier ministre de la plus grande puissance du monde à l'époque est juif, mais également parce que les Juifs s'organisent sur la scène internationale pour défendre leurs intérêts. En 1840, par exemple, les Juifs de Damas sont accusés par les chrétiens orthodoxes, surnommés d'ailleurs les Grecs, de Damas d'avoir assassiné un moine français pour des raisons rituelles. Les autorités ottomanes emprisonnent et torturent de nombreux notables juifs, ce qui soulève un tollé international. C'est l'affaire de Damas, qui crée une solidarité sans précédent entre les différentes diasporas juives et surtout qui ravive l'idée d'un pouvoir politique juif face aux accusations de meurtre rituel et aux débordements antisémites. Adolphe Crémieux en France, Moses Montefiore en Angleterre et les Rothschild à travers l'Europe se mobilisent pour protéger les Juifs d'Orient. Et si les Juifs de Damas finissent par être épargnés grâce à la mobilisation de leurs co-religionnaires européens, les Juifs russes, eux, deviennent la cible de pogroms incessants. En 1821 à Odessa, un pogrom initié par la diaspora grecque de la ville portuaire, en 1881 après l'assassinat du tsar Alexandre II, puis à intervalles réguliers, dont les pogroms de Kishinev en 1903, de Dnipro en 1905 et d'Odessa en 1906. La nécessité de rétablir un pouvoir temporel juif devient de plus en plus évidente. Depuis la destruction du Second Temple en 70 et depuis l'écrasement de la rébellion de Bar Korva en 135, le judaïsme avait adopté une attitude passive à l'idée de rédemption. Les Juifs priaient 3 fois par jour pour leur restauration, ils brisaient un verre à la fin des cérémonies de mariage en souvenir de la destruction du Temple, et
il concluait la commémoration de la sortie d'Égypte par le chant « L'an prochain à Jérusalem ». On attendait le Messie passivement, alors même que l'idée de Messie se fit plus abstraite, comme je l'ai expliqué, après la charlatanerie de Shabbatai Tzvi. Mais avec l'affaire de Damas et les pogroms de Russie, l'idée qu'il était temps d'agir pour le retour à Sion commença à faire son chemin, même chez certains rabbins orthodoxes. En 1836, le rabbin allemand Tzvi Hirsch Kalischer demande aux Rothschild, en vain d'ailleurs, d'acheter la terre d'Israël aux Ottomans. En 1840, l'année de l'affaire de Damas, le rabbin serbe Yehuda Alkalai affirme qu'il est temps pour les Juifs de revenir sur leur terre ancestrale, ce qu'il fait lui-même pour donner l'exemple. Et les esprits s'échauffent également en Russie, en Allemagne et en Angleterre. En 1862, le juif allemand Moses Hess affirme dans son livre Rome et Jérusalem qu'il est temps pour les Juifs d'embrasser le nationalisme afin d'éviter les écueils de l'assimilation et du communautarisme diasporique. En 1876, la romancière britannique George Eliot publie le roman Daniel Deronda, un roman qui évoque avec enthousiasme la renaissance nationale d'Israël. En 1882, le juif russe Léon Pinsker défend dans son essai Auto-émancipation l'indépendance nationale des Juifs. Et l'appel de Pinsker est suivi d'actes avec l'immigration la même année de Juifs russes vers la terre d'Israël, alors sous domination ottomane, et avec l'établissement de colonies agricoles telles que Rishon LeZion, Rosh Pina et Zichron Yaakov. Et donc l'idée de rétablir la souveraineté juive par des actes se répand parmi les Juifs russes, ainsi que chez certains Britanniques anglicans. Mais c'est en France que cette idée se transforme en mouvement politique. C'est en effet en France que les promesses de l'émancipation n'ont pas été tenues. Après avoir brièvement joué au Messie pendant son expédition d'Égypte, Bonaparte se proclame empereur et convoque le Sanhédrin, une assemblée de rabbins qui n'avait pas été réunie depuis la destruction du Second Temple. Et la décision finale du Sanhédrin, le 8 mars 1807, statue entre autres que, je cite, « Tout Israélite né et élevé en France et dans le royaume d'Italie est traité par les lois des deux États comme citoyen, est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d'obéir aux lois et de se conformer dans toutes ses transactions aux dispositions du Code civil. » Fin de citation. Donc la signification est claire. Et le message est historique. Les Juifs acceptent officiellement d'abandonner la composante nationale de leur identité et de n'en garder que la composante religieuse pour devenir des membres à part entière de la nation française. Le député à l'Assemblée nationale, Stanislas de Clermont-Tonnerre, avait d'ailleurs mis les choses à plat lors des débats sur l'émancipation des Juifs en disant, je cite, « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout leur accorder comme individus. » Alors certains Juifs acceptent avec enthousiasme d'abandonner la composante nationale du judaïsme pour embrasser la nation française. Pour ne citer qu'un exemple, cette lettre d'un juif parisien envoyée à la Chronique de Paris en 1791, dans laquelle il dit, je cite, « La France est notre Palestine, ses fleuves notre Jourdain, buvons l'eau vive de ses sources, c'est l'eau de la liberté. » Fin de citation. Mais le contrat de fait entre la République et les Juifs est remis en cause par l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus a bien embrassé la nation française au point de devenir officier dans son armée. Or, les anti-Dreyfusards affirment que les Juifs n'ont jamais été de vrais Français et donc ils constituent un peuple à part et apatride. Pour Theodor Herzl, le correspondant parisien du journal viennois Neue Freie Presse, l'affaire Dreyfus prouve que l'émancipation a été un leurre. Bien que les Juifs ont honoré leur partie du contrat avec la République, ils sont toujours considérés comme un peuple, et donc, dit Herzl, il leur faut tirer les conséquences de leur illusion perdue et se reconstituer comme nation en reconstruisant un État sur leur terre ancestrale. Alors, l'idée de Herzl n'a rien de nouveau. Il publie
der Judenstaat, l'État juif ou l'État des Juifs, en 1896, soit 34 ans après Rome et Jérusalem, 20 ans après Daniel Deronda et 14 ans après auto-émancipation. Et les Juifs russes qui émigrent vers la terre d'Israël à partir de 1881 n'avaient pas attendu Herzl pour y songer. Donc en quoi Herzl était-il différent des autres Juifs sionistes? Là-dessus, Chaim Weizmann, un Juif russe et militant sioniste de longue date, qui deviendra le premier président de l'État d'Israël, répond ainsi à cette question dans ses mémoires, je cite. « Nous n'avions jamais entendu parler de ce Herzl et son État juif ne comprenait aucune idée nouvelle. Son petit livre ne fit même pas allusion à ses prédécesseurs, tels que Moses Hess, Léon Pinsker et Nathan Birenbaum. Et pourtant, ajoute Weizmann, Herzl a eu un impact sur les Juifs russes précisément parce qu'il était inattendu qu'un Juif occidental se joigne à la cause sioniste. Et parce que Herzl, lui, passa à l'acte en créant une institution politique, le Congrès sioniste en 1897. Et qu'un Juif viennois assimilé se joigne à la cause des Juifs de l'Est, ce qu'on appelait les Ostjuden, qui étaient méprisés par leurs coreligionnaires germanophones, cela fit sensation. Il faut dire que Herzl était également un homme d'une stature imposante, avec d'excellentes relations, et qui savait rencontrer avec aisance les grands de ce monde. Il ne se contenta pas d'écrire un livre, puisqu'il convoqua en août 1897 à Bâle le premier congrès sioniste, avec des délégués de 16 pays et les correspondants de 25 journaux. D'ailleurs, les délégués reçurent pour instruction d'entrer en séance plénière en smoking et en haute forme, et lorsque Herzl fit son apparition, la salle s'exclama en hébreu « Yichyeh Hamelech », c'est-à-dire « Vive le roi ». Alors, pour la plupart des rabbins orthodoxes, l'initiative de Herzl est hérétique, puisque elle constitue une rébellion contre la volonté divine qui seule doit décréter, selon eux, la délivrance des Juifs. Pour les Juifs occidentaux assimilés, Herzl est une nuisance parce qu'il proclame haut et fort ce qu'il s'efforce de nier et de faire oublier, à savoir que les Juifs ne sont pas seulement une religion, mais également une nation. Et l'histoire n'est-elle pas en train de donner raison aux Juifs assimilés, se demande-t-il. En France, Alfred Dreyfus est innocenté et réhabilité en 1906. La gauche de Dreyfusarde gagne les élections législatives la même année. En Allemagne, 8 lauréats du prix Nobel sont juifs dans les années qui précèdent la Grande Guerre. Félix Mendelssohn et Gustav Mahler, tous deux juifs convertis au christianisme, sont la fierté de la musique allemande. Le philosophe Hermann Cohen explique que le judaïsme a trouvé sa finalité spirituelle dans la patrie d'Emmanuel Kant. Il s'oppose farouchement au sionisme parce qu'il considère que le judaïsme doit être exclusivement spirituel et donc ne pas être souillé, entre guillemets, par un pouvoir temporel. Herzl, lui, est convaincu que les Juifs assimilés de France et d'Allemagne se trompent. En France, le livre d'Édouard Drummond, La France juive, en 1886, est un best-seller qui mélange l'antisémitisme chrétien classique, à savoir les Juifs sont un peuple déicide, le racisme moderne, à savoir les Juifs sont une race inférieure, et l'hostilité catholique au capitalisme anglo-saxon, à savoir les Juifs contrôlent la finance mondiale et volent notre argent. En Allemagne, l'historien et homme politique Heinrich von Treitschke affirme que les Juifs sont les ennemis de l'Allemagne et qu'il popularise l'expression « Die Juden sind unser Unglück ». Les Juifs sont notre malchance, qui sera d'ailleurs reprise par les nazis et deviendra la formule de Der Strömer. L'orientaliste allemand Paul de Lagarde considère le christianisme issu du judaïsme incompatible avec le germanisme. Il faut donc, selon lui, expulser les Juifs d'Allemagne à Madagascar, une idée d'ailleurs qui sera reprise par les nazis avant l'adoption de la solution finale. Ou tout simplement, ajoute ce même penseur allemand, exterminer les Juifs.
Le compositeur Richard Wagner écrit en 1880 dans son article Religion und Kunst, religion et art, que les Juifs sont les ennemis de l'humanité et que le judaïsme est l'ennemi de l'Allemagne. Et enfin, le philosophe Eugen Dühring en appelle quant à lui à l'extermination du peuple juif. Bon, la liste est plus longue, mais Herzl, le germanophone, la connaît très bien et c'est pourquoi il pense qu'il y a urgence. Mais Herzl se heurte pas seulement à l'opposition des Juifs assimilés et des rabbins les plus orthodoxes, mais il se heurte également aux réticences des chefs d'État qu'il tente de rallier à son projet. Il essaie de convaincre le sultan ottoman des avantages d'un riche et dynamique pays juif dans son empire malade, mais pas question pour l'héritier du califat de laisser ses dhimmi, ses citoyens de seconde zone, reconquérir ce qui fait maintenant partie de Dar el-Islam, de la terre de l'islam. Et puis, le sultan n'a aucune intention d'ouvrir les portes de son empire à ces révolutionnaires russes qui, tout marxistes qu'ils soient, ont le toupet de débarquer à Jaffa avec des visas de pèlerins. Le Kaiser allemand, Wilhelm II, quant à lui, se réjouit à l'idée de voir les Juifs quitter l'Allemagne pour l'Orient, mais il ne veut pas agir contre la volonté de son allié turc. Et le pape Pius X, quant à lui, refuse de donner sa bénédiction à ce qui remettrait en cause le dogme catholique. Il dit à Herzl, je cite, « Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur et en conséquence, nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. » En attendant, les pogroms se répètent en Russie. Celui de Kitcheniev en 1903 est particulièrement meurtrier. Une solution s'impose et Herzl se démène. Le secrétaire britannique des colonies, Joseph Chamberlain, propose la même année à Herzl l'Ouganda comme solution de rechange. Il ne resterait plus rien de Sion, et donc du sionisme, mais au moins les Juifs auraient un havre de paix. Herzl voit dans la proposition britannique un ersatz temporaire et donc la soumet au Congrès sioniste de 1903. L'atmosphère est très tendue, les débats sont très houleux. L'une des déléguées lance en français à Herzl, je cite, « Monsieur, vous êtes un traître », et Herzl, épuisé, brisé, succombe à sa maladie cardiaque quelques mois plus tard, à l'âge de 44 ans. Il demande dans son testament d'être réenterré dans le futur État juif. Alors, Herzl est mort, mais le mouvement qu'il a fondé est fermement établi. Personne ne s'y trompe d'ailleurs. Le militant du nationalisme arabe Neguib Azouri écrit en 1905 dans son livre « Le réveil de la nation arabe » que les nationalismes arabes et juifs sont destinés à s'affronter perpétuellement jusqu'à ce que l'un des deux prévale. Évidemment, la Première Guerre mondiale ébranle les relations internationales et brise les empires au profit du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été proclamé par Woodrow Wilson à la conférence de Versailles. La France et la Grande-Bretagne, comme on sait, se partagent les restes de l'Empire ottoman, sans pour autant se mettre d'accord sur le sort de la Terre Sainte. Le Premier ministre britannique, Herbert Henry Asquith, admet que son successeur, Lord Lloyd George, je cite, « se fout éperdument des Juifs, mais pense qu'il n'est pas question que les lieux saints passent sous contrôle de la France athée. » Fin de citation. Alors les Britanniques auront finalement gain de cause. Ils encouragent les Arabes à se révolter contre les Turcs et promettent à chacun son royaume après la guerre. Et ils font également une promesse au mouvement sioniste, celle assez vague d'un foyer national après la victoire contre les Turcs. Les intentions des Britanniques, évidemment, ne sont pas altruistes. Elles sont même, ironiquement et paradoxalement, antisémites. Voici en effet les propos de Lord Balfour, l'auteur de la fameuse déclaration qui porte son nom, je cite, « La grande majorité des Juifs de Russie et d'Amérique sont favorables au sionisme », ce qui, entre parenthèses, est faux. Si nous pouvions faire une déclaration favorable à cet idéal, cela serait très utile pour notre propagande, tant en Russie qu'en Amérique. Fin de citation. C'est ce que dit Lord Balfour. Alors, tandis que la Grande-Bretagne tente de convaincre la Russie
de ne pas déposer les armes. Et tandis qu'elle souhaite que les États-Unis se joignent à la guerre, Balfour croit avoir trouvé la formule. D'après lui, les Juifs tiennent les manettes à Moscou et à Washington, on a l'impression de lire le protocole des sages de Sion, et ils sont tous sionistes, ce qui est faux d'ailleurs. Il faut donc soutenir publiquement le projet sioniste pour gagner la guerre. Alors Balfour aurait préféré que les Juifs se satisfassent de l'Ouganda, et il demande avec exaspération à Chaim Weizmann pourquoi les sionistes s'entêtent pour Sion. Et évidemment, en bon juif, Weizmann répond à la question par une autre question en demandant à Lord Balfour, échangeriez-vous Londres pour Saskatchewan, une province canadienne? Bien sûr que non, répond Balfour. Londres est la capitale de mon pays. Eh bien, répond Weizmann, Jérusalem était la capitale de mon pays lorsque Londres n'était qu'un marécage. Alors, la déclaration Balfour est vague, à deux titres. Elle parle d'un foyer national juif, s'agit-il oui ou non d'un État, qui sera établi en Palestine. Mais où dans cette Palestine qui n'a pas encore de frontières au moment de la déclaration? Dans quelle partie de son territoire? La déclaration est certes approuvée par le gouvernement britannique, mais elle n'a pas le soutien du Foreign Office et de l'armée. Arnold Toynbee, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est à l'époque directeur d'études de la Chatham House, considère que cette déclaration est une bourde qui coûtera cher à la Grande-Bretagne dans le monde arabe. D'ailleurs, la version originale de la déclaration Balfour parlait explicitement du droit des Juifs à disposer d'eux-mêmes et de leur immigration illimitée. Mais ces deux clauses furent retirées sous l'insistance d'Edwin Samuel Montagu, le seul ministre juif du gouvernement britannique. Comme la plupart des Juifs assimilés de l'époque, Montagu était un antisioniste qui ne voulait surtout pas qu'on l'accuse de double allégeance. Alors les Français et les Britanniques, comme je l'ai dit, se découpent le Proche-Orient avec des lignes droites et arbitraires. D'abord avec les accords Sykes-Picot de 1916, puis avec les mandats de la Société des Nations en 1922. Et Lord Balfour résume ainsi le nouveau partage du Proche-Orient par les Alliés. Je cite, « Ces trois hommes ignorants et tout-puissants, Lloyd George, Clemenceau, Wilson, étaient assis autour d'une table, se partageant des continents. » Fin de citation. Et ces hommes ignorants et tout-puissants créent de nouvelles entités politiques qui n'existaient pas sous l'Empire ottoman. La Syrie, le Liban, la Palestine, l'Irak. Chacun de ces mandats est une mosaïque explosive de groupes ethniques et religieux rivaux. Et le nombre de mandats est en deçà de celui des promesses britanniques aux chefs de guerre arabes qui ont lutté contre les Turcs. Alors, Faisal Ben Hussein, par exemple, veut un grand royaume de Syrie. Il signe avec Chaim Weizmann en janvier 1919 un accord reconnaissant la déclaration Balfour et le droit des Juifs à un foyer national en Syrie du Sud, ce que la Société des Nations finira par désigner par Palestine. Mais il conditionne cet accord par l'établissement de son royaume de Syrie. Or, cette nouvelle Syrie revient à la France, qui chasse donc Faisal de Damas. Donc les Britanniques compensent Faisal en le nommant roi d'Irak, mais son frère Abdallah reste les mains vides. Et donc, à court de royaume arabe, les Britanniques décident d'en créer un nouveau. C'est ainsi que le nouveau secrétaire aux colonies Winston Churchill crée la Transjordanie, c'est-à-dire l'au-delà du Jourdain, en mars 1921, à la règle et au crayon. La déclaration Balfour, donc, ne s'appliquera dorénavant qu'à ce qui devient la Palestine occidentale. Alors, les Juifs se sentent trahis puisqu'ils viennent de se faire amputer les 2/3 du territoire destiné à leur foyer national, et les Arabes se sentent bafoués puisque, de leur point de vue, personne ne leur a demandé leur avis sur l'immigration juive et sur l'achat de terres agricoles. Et les Britanniques ne savent pas sur quel pied danser. Ils veulent satisfaire tant les Juifs que les Arabes, mais ils finissent par s'aliéner les deux. Ils choisissent un Juif, Herbert Samuel, pour être premier haut-commissaire en Palestine. Alors évidemment, Herbert Samuel est soucieux de prouver aux Arabes qu'il ne favorise pas les Juifs, et donc il nomme Haj Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, ce qui évidemment s'avère être une erreur, puisque al-Husseini s'oppose
à toute immigration juive, il fomente la violence et il finira par s'allier avec Hitler en dépit des concessions britanniques à son égard. Et d'ailleurs, son incitation à la violence et à la haine aboutit au pogrom de 1929 contre les Juifs de Jérusalem, de Hebron et de Sfat. Alors, les Britanniques réduisent l'immigration juive pour tenter d'apaiser la population arabe. Le nouveau haut-commissaire Sir John Chancellor déclare que la déclaration Balfour a été, je cite, une erreur colossale. La violence reprend en 1936 avec la grande révolte arabe. Il s'agit en fait d'une guerre civile entre juifs et arabes, et cette guerre civile éclate d'ailleurs en même temps que la guerre civile d'Espagne. Et Hitler espère affaiblir la Grande-Bretagne en soutenant Al-Husseini en Palestine et Franco en Espagne. Parallèlement, évidemment, Hitler remilitarise la Ruhr en 1936, annexe l'Autriche en 1938, envahit la Tchécoslovaquie en violation des accords de Munich. Les Britanniques comprennent évidemment que la guerre avec Hitler devient inévitable et ils font tout pour rallier l'Empire. Or, au Proche-Orient, rallier l'Empire, cela signifie apaiser Al-Husseini. D'où le livre blanc que les Britanniques publient en 1939 et qui finalement annule de facto la déclaration Balfour. L'immigration juive est limitée de façon drastique pour la maintenir à un tiers de la population du mandat et les Juifs sont donc destinés à devenir une minorité dans un État arabe. Et pour dissiper tout doute éventuel, le livre blanc précise, je cite, que le gouvernement de Sa Majesté déclare sans équivoque que sa politique n'est pas de faire de la Palestine un État juif. Alors les Juifs sont trahis, mais ils ne sont pas les seules victimes de la politique d'apaisement, puisque Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, a également abandonné les Tchèques. Pourquoi, demande-t-il à voix haute à propos de la Tchécoslovaquie, la Grande-Bretagne devrait-elle partir en guerre pour un pays lointain dont nous ne connaissons rien et dont nous ne comprenons pas la langue? Les Tchèques, évidemment, sont outrés, mais Chamberlain enfonce le clou en déclarant au diplomate tchèque Jan Masaryk à propos de son président Edouard Beneš, je cite, « Monsieur Masaryk, vous croyez le docteur Beneš, eh bien moi j'ai confiance en Herr Hitler. Quant aux Juifs, Chamberlain est on ne peut plus clair sur ses intentions en disant, je cite, « Quand la guerre viendra, les Juifs n'auront d'autre choix que de nous soutenir, car l'ennemi commun est Hitler. Les Arabes, eux, ont le choix et ils sont susceptibles de soutenir Hitler. C'est pourquoi nous devons soutenir les Arabes, bien qu'ils nous soient hostiles, et nous devons nous distancier des Juifs, bien qu'ils nous soient favorables. » Fin de citation. Alors, les Juifs et les Tchèques sont bafoués en tandem par la perfide Albion, et ils développent une sympathie mutuelle. D'ailleurs, en 1948, Israël se battra pour son indépendance avec des armes tchèques. On en parlera à notre prochaine session. Et Jan Masaryk déclara qu'il se serait battu dans les rangs de Tsahal s'il avait été plus jeune. Et donc, comme l'avait prévu Chamberlain, et je termine là-dessus, ce qu'on appelait à l'époque les Juifs palestiniens se rangent derrière la Grande-Bretagne en dépit de sa politique pro-arabe. David Ben-Gurion, qui, en sa qualité de président de l'agence juive, est le leader politique du Yishuv, le mot hébreu qui désigne la population juive de la Palestine britannique, résume son choix avec une formule devenue célèbre. Je cite, « Il faut lutter contre le livre blanc comme s'il n'y avait pas de guerre et se battre avec les Britanniques comme s'il n'y avait pas de livre blanc. » Et à ceux qui le critiquent pour son choix, Ben-Gurion répond, je cite, « Qui est-ce qui va stopper les nazis s'ils tentent d'envahir la Palestine? Les membres du comité exécutif de l'agence juive ou les généraux britanniques en Afrique du Nord ?» Fin de citation. Donc face à la menace nazie et à la trahison britannique, le leadership du Yishuv place ses derniers espoirs dans la Russie soviétique. Ben-Gurion et ses collègues sont marxisants et beaucoup sont convaincus que Staline est l'ultime rempart contre Hitler. Malheureusement, cet espoir s'effondre avec la signature de l'accord Ribbentrop-Molotov en août 1939. Et donc, les Juifs palestiniens, comme je l'ai dit, c'était leur nom à l'époque, craignaient les nazis, mais rares étaient ceux qui imaginaient un génocide au pays de Goethe.
Zev Jabotinsky, le leader sioniste qui fonda la Légion juive sous commandement britannique en 1917 et qui est considéré comme le père fondateur de la droite israélienne, est l'un des rares à penser que les Juifs d'Europe sont en danger et que ce danger est imminent. En 1936, il conçoit un plan d'évacuation vers la Palestine des Juifs de Pologne, de Hongrie et de Roumanie et en fait part aux dirigeants de ces trois pays. Alors, les chefs d'État et de gouvernement est-européens approuvent l'idée, les chefs des communautés juives, eux, s'y opposent, et le gouvernement britannique, quant à lui, ne veut évidemment pas entendre parler d'un tel projet. Un an exactement avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, Jabotinsky harangue les Juifs de Varsovie en ces termes, je cite, « Cela fait des années que je vous implore, Juifs de Pologne. Je n'ai cessé de vous prévenir que la catastrophe approche. Vous ne voyez pas le volcan qui est sur le point d'érupter. Au nom de Dieu, sauvez vos vies pendant qu'il en est encore temps. » Fin de citation. Il semble que, tout comme Herzl, Jabotinsky connaissait la face cachée de l'Allemagne. Hitler est persuadé que les Juifs contrôlent le monde et qu'ils veulent subjuguer l'Allemagne à leur volonté. Il déclare au Reichstag le 30 janvier 1939, je cite, « Si les financiers juifs internationaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe parviennent de nouveau à déclencher une guerre mondiale, le résultat ne sera pas la bolchevisation du monde et donc la victoire du judaïsme, mais l'annihilation de la race juive en Europe. » Fin de citation. Alors la confusion évidemment est totale. Pourquoi est-ce que les marchés financiers voudraient-ils la victoire du communisme et en quoi le marxisme athée constitue-t-il une victoire pour le judaïsme? Mais le message opérationnel est clair. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Hitler convoque la conférence de Wannsee, où est décidée l'extermination des Juifs d'Europe en janvier 1941, un mois après le premier échec militaire allemand, puisque la Wehrmacht est stoppée au port de Moscou en décembre 1941, et après l'entrée en guerre des États-Unis. La domination du monde par l'Allemagne étant mise en mal, il faut éliminer les Juifs qui en sont évidemment la cause d'après Hitler. Et Hitler avait d'ailleurs bien déclaré quelques années auparavant, je cite, « La lutte pour la domination mondiale se fera entre Allemands et Juifs. Il ne peut y avoir deux peuples élus, c'est nous, le peuple de Dieu. » Fin de citation. Alors, cette croyance dans une lutte de titans entre Juifs et Allemands était profondément ancrée parmi les nazis. Après la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, un officier allemand fit ainsi part de son sentiment à l'homme politique français et ancien président du Conseil, Édouard Daladier, je cite, « C'est la deuxième fois que les Juifs ont gagné, et nous les aurons la prochaine fois. » Je termine. 4 mois après la conférence de Wannsee, le Congrès sioniste se réunit à New York. Il s'était réuni depuis 1897 en Europe, mais celle-ci est maintenant sous domination nazie. Les délégués se retrouvent à l'hôtel Biltmore, qui donnera son nom à la résolution adoptée en fin de séance, la déclaration de Biltmore, qui exige de mettre fin aux restrictions à l'immigration juive en Palestine et qui demande à ce que la Palestine devienne une république Commonwealth, en anglais, juive. Le mot Commonwealth est moins explicite que state ou État, mais d'un autre côté, la résolution parle de la Palestine et non en Palestine, contrairement à la déclaration Balfour. Au-delà des déclarations du Congrès sioniste, les Juifs palestiniens veulent se battre dans les rangs des Alliés. Certains le font aux côtés des forces françaises libres et de Gaulle en Syrie et au Liban, tel que le jeune Moshe Dayan, qui perdra son œil gauche lors d'un échange de tirs avec les forces de Vichy. Et entre septembre 1940 et juin 1941, la radio clandestine des forces françaises libres émet depuis l'appartement de David à Cohen, un juif palestinien de Haïfa. D'ailleurs, de Gaulle confiera, lors d'une interview avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, se souvenir de ces jeunes juifs palestiniens qui se battirent aux côtés de la France libre, contrairement aux Arabes qui soutenaient les puissances de l'Axe à l'époque. Chaim Weizmann, le futur président d'Israël, perd son fils, aviateur, lors de la bataille d'Angleterre. Il essaie de convaincre Churchill de créer une unité de juifs palestiniens au sein de l'armée de Sa Majesté, mais les généraux britanniques résistent à l'idée parce qu'ils ne veulent pas que leurs sujets rebelles apprennent l'art de la guerre. Churchill finit par imposer le projet
à ces généraux récalcitrants et une brigade de 5000 soldats juifs palestiniens est établie en septembre 1944 et ils se battront en Italie du Nord contre les Allemands en portant une étoile de David sur leur uniforme britannique. Donc vous voyez, et je terminerai là-dessus, il y a eu une diplomatie juive pendant l'exil, pendant ces 2000 ans d'exil que j'essayais de résumer à vol d'oiseau entre la destruction du deuxième temple et la Shoah, l'établissement de cette force militaire juive dont je viens de parler. En dépit de l'exil, il y avait bien, comme je l'ai dit, une diplomatie, des liens entre les chefs, les dirigeants, le leadership du peuple juif et les grands de ce monde, évidemment, avec l'établissement par Theodor Herzl du Congrès sioniste, automatiquement, ces dirigeants deviennent des diplomates juifs avant même l'établissement de l'État d'Israël. Donc, nous parlerons à notre prochaine session des négociations et des efforts diplomatiques qui menèrent finalement à l'indépendance d'Israël. Mais je pense qu'il était important de parler justement de cette diplomatie juive en exil, des dilemmes du sionisme. Et donc, j'ai exactement terminé au bout d'une heure. Je vois que Jérôme a repris le contrôle de la situation. Et donc, je le laisse gérer maintenant les questions pour la session questions-réponses. Oui, bonjour. Bonsoir Emmanuel et merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette séance et merci beaucoup Emmanuel Navon pour cette rétrospective très très claire et passionnante qui nous a fait voyager à travers l'histoire. Alors effectivement, s'il y a des questions, avec plaisir pour que vous les posiez, soit en levant la main, soit en m'indiquant sur le fil de conversation qui souhaite en poser. Oui, bonsoir Emmanuel. Concernant la conférence de Wannsee, donc a priori, d'après ce que je sais, ce que j'ai étudié, donc c'est vrai qu'ils ont parlé de la solution finale, mais elle a commencé déjà puisque déjà le camp de Chelmo était ouvert et que c'était plutôt une conférence pour essayer de mettre une coordination entre l'armée et les ministères qui existaient en Allemagne. Oui, tout à fait. Mais j'ai mentionné la conférence de Wannsee dans le cadre justement de cette vision démentielle de Hitler et des nazis qui étaient convaincus que les Juifs contrôlaient le monde. Et le timing n'est pas innocent parce que décembre 1941, l'Allemagne a déjà perdu la guerre. Puisque décembre 1941, elle échoue sur le front Est. Et elle déclare la guerre aux États-Unis après Pearl Harbor. Et donc, il y a maintenant une guerre mondiale dans laquelle l'Allemagne est en guerre contre la Russie et elle ne réussit pas à arriver à Moscou, et également contre les États-Unis. Et encore une fois, Hitler est persuadé que ce sont les Juifs qui contrôlent les États-Unis. Donc, de son point de vue, on se retrouve dans le cas de figure que Hitler avait prévu en janvier 1939, où il disait « Si les Juifs parviennent de nouveau à nous entraîner dans une guerre mondiale, ce sera la fin de la race juive en Europe. » Donc, de son point de vue, l'Allemagne est en difficulté. C'est à cause des Juifs, évidemment. Et donc, pour sauver l'Allemagne, il faut détruire les Juifs. Donc, c'est vrai, évidemment, que les politiques d'extermination avaient commencé, mais la conférence de Wannsee vient consacrer la politique d'extermination qui, selon Hitler, est nécessaire pour sauver l'Allemagne de la défaite qui semble s'annoncer. Voilà, merci. Alors, vous avez, je crois, une question qui a été posée sur le fil de conversation, si vous voulez la consulter. OK. Je vais la lire pour tout le monde. Bonsoir, vous n'avez pas mentionné la conférence de San Remo, qui est considérée par des professeurs de droit international comme fondant la légitimité du droit d'Israël sur la Judée et la Samarie. Est-il une raison à cette omission? Alors, comme vous le savez, je viens de passer 2000 ans d'histoire en 1 heure. Donc, si j'avais tout mentionné, ça n'aurait pas duré 1 heure, mais beaucoup plus que cela. J'ai mentionné le fait que après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont celui du peuple juif, avec la déclaration Balfour que j'ai mentionnée. La déclaration Balfour
est annexé au mandat sur la Palestine britannique et donc enjoint la Grande-Bretagne à établir un foyer national juif dans le mandat britannique. Quant à la conférence de San Remo, elle formalise effectivement sur le plan juridique le droit des Juifs à disposer d'eux-mêmes et donc d'avoir leur propre État dans le mandat britannique qui, à l'époque, inclut effectivement ce qui correspond aujourd'hui à la Judée et la Samarie, entre autres, bien que cette distinction territoriale n'existe pas à l'époque. Donc, le peuple juif, et là je rejoins ce que j'ai dit sur le mouvement sioniste, le mouvement sioniste, finalement, réclame de nouveau la composante nationale des Juifs et pas seulement sa composante religieuse, et cela est reconnu effectivement avant même la conférence de San Remo, par la conférence de Versailles, c'est-à-dire, et également avant cela même la déclaration Balfour, c'est-à-dire le droit des Juifs à disposer d'eux-mêmes, et la conférence de San Remo, effectivement, formalise cela dans les frontières qui deviennent celles de la Palestine britannique, redessinée par la Britannique, après avoir exclu, comme je l'ai dit, la Transjordanie, qui est inventée de toutes pièces pour pouvoir donner un autre royaume arabe aux différents dirigeants arabes qui ont aidé la Grande-Bretagne et la France à lutter contre les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Merci. Alors, une autre question. Je n'ai pas compris en quoi Arthur James Balfour est antisémite. Peut-être ai-je mal compris. D'ailleurs, la lettre de Arthur James Balfour à Lord Rothschild semble écarter cet antisémitisme. Alors, je n'ai pas dit qu'il était antisémite. J'ai dit que les propos qu'il tient pour justifier la déclaration Balfour aujourd'hui seraient considérés comme antisémites. Parce qu'il dit clairement, je l'ai cité, les Juifs contrôlent la Russie et les États-Unis. Si un homme politique aujourd'hui tenait des propos pareils, vous diriez qu'il est antisémite. Dire que les Juifs contrôlent Moscou et Washington, c'est typiquement antisémite. Mais lui, il le dit de bonne foi et presque de façon admirative. Et en plus, il se trompe également en disant que la plupart des Juifs russes et américains sont sionistes, c'est complètement faux. Mais il dit lui-même, je l'ai cité, étant donné qu'on veut que la Russie reste dans la guerre et qu'on veut entraîner les États-Unis dans la guerre, et étant donné que les Juifs contrôlent l'Amérique et la Russie, et qu'ils sont tous sionistes, si on déclare notre soutien au sionisme, eh peut-être que cela permettra de maintenir la Russie dans la guerre et d'entraîner les États-Unis dans la guerre. On a l'impression de lire le protocole des sages de Sion. Mais évidemment, ce discours antisémite n'est pas malfaisant ou malveillant. Il est presque à la limite, je dirais, admiratif. Simplement, Balfour ne sait tout simplement pas de quoi il parle. Entre autres, lorsqu'il déclare à tort que la plupart des Juifs américains et russes sont sionistes, ce qui à l'époque est complètement faux. Merci. J'ai l'impression que le schéma de la diplomatie juive pendant ces 2000 ans ne repose que sur quelques hommes providentiels haut placés, mais pas sur un mouvement populaire, du moins jusqu'au sionisme, votre avis? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une combinaison des deux. Lorsque l'on voit, par exemple, qu'il y a une immigration volontaire et spontanée de Juifs russes à partir de 1881, c'est, entre guillemets, les masses, le mouvement populaire, n'est-ce pas? Mais effectivement, il y a cette initiative politique de Herzl. Et j'ai cité les propos de Chaim Weizmann qui dit, mais qui c'est ce Herzl? Quand on a pour la première fois on a entendu parler de ce Theodor Herzl, on se demandait pour qui il se prenait. On n'avait pas attendu Herzl pour être sioniste. En revanche, dit Weizmann, la grande nouveauté de Herzl, c'est qu'il a refait de nous des hommes d'État et des diplomates. Dès l'instant où Herzl établit le mouvement, le congrès sioniste, il ne rencontre pas les grands de ce monde en tant que correspondant à Paris du journal Neue Freie Presse, mais avec sa carte de visite, président du Congrès sioniste mondial. Et donc, dès cet instant-là, il devient un homme d'État et un diplomate. Et c'est là que, dit Weizmann, c'est là qu'il y a eu une révolution, parce que pour la première fois, on voyait un juif occidental assimilé parler de ce qui, pour nous, les Juifs orientaux les Juifs d'Europe de l'Est, évidemment, étaient quelque chose de normal et de naturel.
Donc, c'est les deux. C'est à la fois effectivement des mouvements populaires d'immigration qui viennent d'en bas, mais également souvent d'hommes d'État visionnaires. J'ai parlé de Herzl, j'ai parlé de Weizmann, j'ai parlé de Ben-Gurion, j'ai parlé de Jabotinsky, des gens qui avaient effectivement une vision à long terme de l'histoire juive et qui savaient combiner, pour reprendre le terme central de mon livre, entre cette fidélité à l'histoire juive d'un côté et cette capacité à s'adapter à une réalité politique pas toujours coopérante. Très bien. Merci. J'étais déconnecté, mais avant d'être déconnecté, du coup, j'ai perdu les conversations. J'avais vu une question qui portait sur le silence du Vatican en découvrant les camps de la mort. Quel regard vous portiez sur ça? Peut-être vous avez la question exacte. Je ne vois pas sur le Vatican. Je vois une question sur l'immigration de 1880 dans le sionisme. Que pensez-vous de la répartition du Moyen-Orient entre la France et la Grande-Bretagne au début du XXe siècle, et de l'impact que cela peut avoir sur l'antagonisme judéo-arabe depuis le terrorisme moderne? Alors, il faut bien comprendre qu'évidemment, cette répartition du Proche-Orient, elle est purement arbitraire, et elle crée des entités politiques complètement artificielles sur la base des intérêts britanniques et français, et pas sur la base d'une réalité géographique ou démographique. Et c'est la raison pour laquelle ces identités artificielles que sont l'Irak, que sont la Syrie, que sont le Liban, finissent par imploser ces dernières années, avec les Kurdes au nord de l'Irak, les chiites et les sunnites, etc. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est pas seulement qu'en créant ces identités artificielles, pour répondre à la question quel impact cela peut avoir sur l'antagonisme judéo-arabe puis le terrorisme moderne, je pense que l'une des erreurs de ces créations artificielles, c'est qu'elles n'ont pas fonctionné. En revanche, les Britanniques, eux, ont vite appris leurs erreurs. Après avoir commis l'erreur de l'Irak, ils ne commettent pas les mêmes erreurs lorsqu'ils créent des espèces d'États autour de clans, parce qu'au Proche-Orient, il y a les familles, les clans, et si vous prenez par exemple le Bahreïn ou le Qatar ou les Émirats arabes unis, ce sont des États clans, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils fonctionnent, parce qu'ils ne sont pas artificiels, ils sont constitués autour de certaines familles traditionnelles. Contrairement, comme je l'ai dit, à des pays artificiels comme l'Irak, la Syrie ou le Liban, qui sont multi-ethniques et multi-claniques. Et alors, effectivement, l'antagonisme judéo-arabe, pour reprendre le terme qui a été indiqué dans la question, est aussi influencé par l'Occident, puisque lorsque ces mêmes mandats arabes sous contrôle français et britannique veulent se débarrasser du régime britannique et français, quel est leur seul allié dans les années 30 et 40? C'est évidemment l'Allemagne nazie, bien que, évidemment, les Arabes eux-mêmes ne figurent pas exactement très haut sur l'échelle des théories racistes nazies. Mais ils s'allient cependant à l'Allemagne nazie par pur calcul politique. C'est le cas de Khaja Amin al-Husseini, mais c'est le cas également de Al-Ghaliani en Irak, qui mène un coup d'État pro-nazi en 1941 avant d'être éliminé par les Britanniques. Mais il s'allie à l'Allemagne nazie pour lutter contre la présence française et britannique au Proche-Orient. Et d'ailleurs, après la chute de la France en juin 1940, apparaît une chanson très populaire dans les rues de Damas et de Beyrouth qui dit, évidemment en arabe, je traduis de façon amateur en français, plus de monsieur, plus de mister, dans le ciel Allah et sur terre Hitler. Et donc cette chanson dit tout, c'est-à-dire que nous ne dirons plus monsieur et nous ne dirons plus mister, dans le ciel Allah et sur terre Hitler. C'est-à-dire que pour eux, l'Allemagne nazie est l'allié normal. Et évidemment, cette alliance avec l'Allemagne introduit également l'antisémitisme allemand parmi ses dirigeants. C'est-à-dire que les termes antisémites
utilisés par Al-Ghaliani en Irak ou par Khadjami al-Husseini en Palestine britannique sont extrêmement influencés par l'Allemagne nazie. Et c'est effectivement une importation européenne. Alors évidemment, il y a des thèmes antisémites très clairs qui existent également en islam, mais tout cet antisémitisme complotiste qui consiste à nier également aux juifs leurs droits historiques est en grande partie importé d'Europe. Je vois une autre question. Quelle analyse portez-vous sur cette indifférence de tous les pays et du Vatican à intervenir auprès de la connaissance des camps de la mort? Confirmez-vous, comme le prétend le livre de Tom Segev, le 7e million, il y avait une réelle haine des dirigeants sionistes à l'endroit des juifs séfarades religieux sur le repeuplement d'Israël? Alors, ce sont deux questions différentes. D'abord, effectivement, le silence du Vatican, c'est pas seulement le silence du Vatican, c'est également la coopération du Vatican pour aider les dirigeants nazis à s'enfuir d'Allemagne et à les aider à se procurer des passeports pour l'Amérique latine. Donc effectivement, le rôle du Vatican restera, continuera pour toujours d'entacher l'histoire de l'Église catholique en ce qui concerne la Shoah. En ce qui concerne la question de Tom sur Tom Segev, le 7e million, y avait-il une réelle haine des dirigeants sionistes à l'endroit des juifs séfarades religieux sur le peuplement d'Israël? Alors là aussi, il ne faut pas non plus généraliser. C'est-à-dire que il y a effectivement, après l'indépendance d'Israël, ce mouvement qui consiste à faire venir les juifs des pays musulmans, d'Irak, mais également d'Afrique du Nord, en particulier du Maroc. Et c'est clair que lorsque l'on lit, par exemple, la façon dont le journal Haaretz, déjà lui à l'époque, dont les journalistes sont envoyés au Maroc et décrivent les juifs marocains et les juifs de Tunisie comme des gens extrêmement primitifs qu'il est souhaitable de ne pas venir faire venir en Israël. Oui, il existe un mépris des élites ashkénazes vis-à-vis des juifs des pays musulmans, c'est clair. Mais au bout du compte, il y a la décision de Ben Gurion de faire venir tout le monde, d'où qu'il soit et quel qu'il soit, de tous les pays, quel que soit, sans faire de sélection, ni sur les pays d'origine, ni sur le statut économique et social. Et là-dessus, il y a une position très claire de Ben Gurion et le mérite lui en revient. Alors qu'ensuite, il y a eu des discriminations, oui, il y en a eu. Dans tous les pays, les immigrants, les nouveaux venus sont toujours discriminés par les anciens. C'est vrai de tous les pays du monde. Et je pense qu'après 70 ans d'indépendance, il est vraiment temps de passer le cap. Et récemment, il y a un journaliste en Israël, journaliste / académique, qui s'est refait toute une carrière académique en réveillant ce schisme ethnique entre séfarades et ashkénazes. Et je pense que franchement, 70 ans après l'indépendance d'Israël, il est temps de passer le cap et de dire qu'effectivement, oui, il y a eu des discriminations comme dans toutes les vagues migratoires, mais qu'au bout du compte, Ben Gurion a pris la décision qui était la bonne décision de faire venir tout le monde, quel qu'il soit et quelles que soient leurs origines. Merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question, je vois en ligne. Aujourd'hui en Israël, quelle est l'influence sur le narratif de la création de l'État des thèses des nouveaux historiens? Alors, les historiens ont fait beaucoup parler d'eux dans les années 90 et 2000, beaucoup moins aujourd'hui, parce que il faut bien comprendre que parmi les nouveaux historiens, en réalité, vous avez deux tendances. Vous avez ceux qui se sont extrémisés, qui sont devenus de véritables charlatans, tels que Ilan Pappé, que personne ne prend au sérieux. Alors évidemment, il se fait une carrière auprès des forces antisionistes les plus radicales en Angleterre, mais il n'est pas considéré du tout aujourd'hui comme un universitaire sérieux. Vous avez également quelqu'un comme Shlomo Sand, qui était un universitaire complètement obscur et inconnu, qui est devenu une star en écrivant des livres contre le sionisme et contre le peuple juif. C'est tellement facile de devenir célèbre en faisant ça, mais il n'est pas du tout considéré comme sérieux non plus. Et puis vous avez d'un autre côté un historien sérieux comme Benny Morris, qui était identifié avec les nouveaux historiens, pas parce que il avait voulu
pas parce qu'il avait tenu des propos, je dirais, anti-israéliens, pas du tout. Il a parlé du problème des réfugiés, il a mené des enquêtes historiques très sérieuses. Mais Benny Morris, ce qui est intéressant, c'est que après, finalement, si vous voulez, il y a eu une espèce de traumatisme historique pour les nouveaux historiens, dont le leitmotiv était en fait que c'était à cause d'Israël, en gros, qu'on n'était pas encore arrivé à la paix. Et d'ailleurs, aussi bien Avi Schleim que Benny Morris publient leur histoire du conflit israélo-arabe. Benny Morris en 1999, Righteous Victims, et Avi Schleim en 2000, The Iron Wall, le mur de fer. Et tous deux, en fait, publient à une époque où on semblait, où eux pensaient, où beaucoup de gens pensaient qu'on était arrivé à la fin du conflit, qu'on allait avoir un accord de paix. Or, qu'est-ce qui se passe juste après la publication de leur livre? C'est l'échec du processus d'Oslo et le début de la deuxième intifada. Et donc, ils bifurquent. Avi Schleim devient ouvertement antisioniste. S'il n'y a pas de solution au conflit, ben, il abandonne le sionisme. En revanche, Benny Morris, lui, aujourd'hui est considéré comme étant de droite, parce qu'il accuse les Palestiniens d'être responsables de l'absence de paix, et il tient des propos extrêmement virulents contre le leadership palestinien après l'explosion de la deuxième intifada. Donc, les nouveaux historiens ont vieilli, si vous voulez. Depuis, il y a ceux qui sont revenus de leur discours virulents comme Benny Morris, qui aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est considéré comme persona non grata parmi les militants d'extrême gauche antisionistes. Et puis, vous avez un Ilan Pappé, ou même Avi Schleim, qui, eux, sont carrément passés dans l'antisionisme le plus virulent. Donc, on est très loin, si vous voulez, du débat des années 90. Aujourd'hui, on a des anciens nouveaux historiens, si vous voulez, qui ont beaucoup bifurqué idéologiquement, justement, à la suite de l'échec du processus d'Oslo. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, pour cet exposé passionnant.